Non, donc je suis Emmanuel Razavi, je suis grand reporter, je dirige une agence, une société de production qui est basée à Barcelone, qui produit des grands reportages sur le Proche, le Moyen-Orient, sur le pourtour méditerranéen aussi, et j'ai vécu pendant 3 années au Qatar, j'ai vécu à Doha, j'ai été directeur des rédactions de TVSDC ou TVSDC. C'est la holding, ou c'était la holding des chaînes de la télévision nationale qatari. J'ai donc travaillé pour une entreprise publique qatari et j'ai été au board de cette entreprise publique qatari avec quelques autres Français. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis parti là-bas, je n'avais jamais imaginé partir travailler au Qatar, je connaissais bien en tant que reporter le Qatar. Pour moi, le Qatar était le parrain des frères musulmans, il l'est toujours. Je considère que l'organisation des frères musulmans, pour être très clair, est une organisation qui a permis de voir émerger un certain nombre d'autres organisations terroristes et qu'elle vend aujourd'hui un islam politique qui est antisémite. Donc vous connaissez ma position, elle est assez claire, je pense, sans ambiguïté. Pour autant, après avoir été blessé au début des printemps arabes, notamment en Égypte, au Caire, je ne pouvais plus travailler, et par un confrère de France Télévisions m'a raconté qu'au Qatar, une équipe de dirigeants progressistes, donc de la télévision nationale qatari, cherchait à recruter des Français. Je suis allé là-bas un peu contre mon gré parce que j'avais pas le choix, il fallait quand même que je travaille. Je pouvais plus retourner sur le terrain, couvrir des conflits, et j'ai rencontré donc ces progressistes, notamment un dénommé Talal, qui est le frère de lait en fait de l'émir actuel, et qui avait décidé de monter une grande chaîne nationale qui montrerait le monde un peu différemment aux jeunes Qataris. Durant 3 ans là-bas, nous avons produit des documentaires sur la prostitution au Qatar, nous avons produit des documentaires sur la drogue au Qatar, nous avons produit également des sujets sur l'esclavage, parce que c'est un pays esclavagiste au Qatar. Je vous dis ça sans en être très fier, parce que tout cela a coûté la place, donc de mon patron, parce qu'il y a eu, il y a eu un transfert de pouvoir, comme vous l'ont dit les intervenants précédents, mes consoeurs et confrères qui ont parlé, il y a eu un changement en fait de pouvoir, et Tamim a remplacé il y a 3 ans environ donc son père au pouvoir. Une chose est importante, c'est ce que vous avez dit, madame. J'ai trouvé que vous le résumiez extrêmement bien. Je suis embêté parce que je vais vous paraphraser un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais c'est important. Le Qatar, si on ne le connaît que de loin, on loupe quelque chose d'important. On loupe la dimension quasi schizophrénique de ce pays, qui est un pays à la fois tribal, donc des tribus qui s'affrontent en permanence. Il y a des jeux de pouvoir au quotidien qui sont terribles, y compris au sein des grandes entreprises publiques, y compris au sein des fonds d'investissement dont vous parliez aussi. Et en général, ces luttes tribales sont doublées en fait de luttes qui sont des luttes entre conservateurs, donc les gens avec lesquels j'ai travaillé qui ont été virés, et les progressistes, pardonnez-moi, et les conservateurs qui sont en général des conservateurs pro-saoudiens. Ce sont des gens qui considèrent aujourd'hui que les investissements en France, donc ces conservateurs pro-saoudiens, doivent s'arrêter. Ils considèrent, ces gens-là, que la France, par exemple, mais l'Occident en général, est un pays chrétien, que c'est un pays, je cite ce que j'ai entendu, je l'écris dans un livre qui sort prochainement, mais je cite des Qataris conservateurs qui considèrent que nous sommes des nations plutôt d'homosexuels et de partouzeurs. J'espère ne pas vous choquer, c'est ce que j'ai entendu à plusieurs reprises parce que j'ai beaucoup conversé avec ces gens-là. Pour autant, ce n'est pas que ça. Il y a ces progressistes qui sont des gens ouverts sur l'Occident, qui avaient un rêve un peu comme les progressistes iraniens dans les années 60-70, de s'ouvrir sur la France et de tisser des liens qui soient des liens très forts. Parmi ces gens-là, il y a des francophiles et francophones convaincus. C'est souvent parmi ces gens, d'ailleurs, qu'on retrouve en fait les responsables des investisseurs, des groupes d'investissement qataris. Je suis désolé, ça résonne, c'est un peu pénible pour moi. Qataris en France. Ces gens-là, moi je le crois, en tout cas pour les avoir côtoyés, ne représentent pas un danger. Mais de même que dans les années 60 ou 70 en Iran, ces gens-là sont très proches du pouvoir et confondent souvent, vous l'avez très bien dit, confondent très souvent en fait leur porte-monnaie, leur portefeuille personnel avec les fonds ou les entreprises qu'ils ont. Vous m'entendez peut-être moins. Avec les fonds ou les entreprises qu'ils ont à charge de diriger. Pourquoi ces gens-là investissent aujourd'hui en Occident, en tout cas depuis des années, et de façon assez marginale globalement quand même en France, en tout cas marginale par rapport à d'autres pays européens. Ces gens-là aujourd'hui craignent que le Qatar explose de l'intérieur. Je vous le disais en début d'intervention, il y a au Qatar des gens qui s'affrontent violemment dans les boards, mais qui s'affrontent
très violemment aussi au Parlement qatari, au Majlis, parce qu'il existe un Parlement qui n'est pas un Parlement élu, c'est plutôt un Parlement dans lequel siègent les représentants des tribus, des clans les plus importants en fait de ce petit pays qui compte moins de 300 000 habitants. Ces conservateurs, lorsque Tamim est arrivé, se sont retrouvés à être quasi majoritaires en fait au Majlis, au Parlement. Tamim Al-Thani était plutôt issu par son père d'une mouvance progressiste, plutôt ouverte sur l'Occident et sur les bons rapports diplomatiques, mais aussi économiques, avec la France. Je vous le dis parce que j'ai eu l'occasion très succinctement, mais de le croiser, de discuter avec lui à 2 reprises pendant que j'étais là-bas, cela dans le cadre de mes fonctions. Il n'empêche que son pouvoir aujourd'hui est réduit à peu près à 0 et qu'il est en permanence tenu par ces conservateurs qui menacent de le faire sauter. Durant les 3 années que j'ai passées au Qatar, pour vous donner un exemple, il y a eu non pas 3 coups d'État, des coups de palais qui ont été résolus d'ailleurs le premier en tout cas qui s'est déroulé lorsque j'arrivais a été réglé en l'espace de 3 heures par l'armée américaine et on n'en a plus parlé. En général, ça va jamais très loin et les gens qui ont fomenté ces coups d'État disparaissent sans qu'on sache s'ils sont en prison, s'ils ont été tués, s'ils ont été enterrés vivants dans le désert. Ça, c'est la magie du Qatar. On ne sait rien en matière d'information. C'est très compliqué. C'est le blackout total et ils sont très forts. J'ai pu m'en rendre compte. Aujourd'hui, les progressistes, donc je vous le disais, ont peur de se voir démis de toutes leurs fonctions un peu partout, et ce qui est le cas parce que depuis 3 ans, dans les grandes entreprises publiques, ce sont souvent des conservateurs pro-saoudiens qui prennent le pouvoir, qui prennent la direction des entreprises. Ces conservateurs pro-saoudiens, donc je vous l'ai dit, ne veulent pas des investissements à l'étranger, mais ils veulent surtout pas non plus d'étrangers chez eux. Et on a parlé rapidement de Qatar Airways, mais l'été dernier, vous avez je crois un peu plus de 50 000 expatriés anglais, français, américains qui ont quitté le Qatar. C'était les vacances d'été, mais ils ont quitté le Qatar avec un billet aller, un aller simple, sans retour. Pourquoi ? Parce qu'on les licencie. Les grandes entreprises publiques actuellement qatari licencient. C'est le cas de Qatar Gaz, la grande compagnie nationale gazière. Je n'y reviendrai pas, on en a parlé longuement tout à l'heure. La télévision licencie également. Vous avez parlé tout à l'heure d'Al Jazeera. Vous savez qu'Al Jazeera America a fermé ses portes, elle a déposé le bilan, elle a fait faillite. Al Jazeera, la chaîne de télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette grande puissance médiatique est en train de rogner ses budgets et de supprimer carrément certaines émissions phares du groupe. Je parle là en l'occurrence d'Al Jazeera en fait en anglais. Et quant à beIN Sport, dont vous avez très très bien parlé encore une fois, vous m'avez un peu bluffé. Il se trouve que beIN Sport a perdu plus d'un milliard de dollars et qu'aujourd'hui beIN Sport en fait ici s'est renfloué en fait par le pognon de l'émir en fait, pour faire court, ni plus ni moins, parce que cette entreprise devrait avoir déposé le bilan en fait depuis longtemps. Néanmoins, il faut continuer d'investir en fait en Occident, en Europe pour ces progressistes. Évidemment, ils se sentent mis en minorité chez eux, ils perdent de plus en plus du terrain, du pouvoir. Ils ont peur d'être lâchés aussi par les Américains. À nouveau, je ne vais pas revenir sur l'actualité récente. Les Américains font ce qu'ils veulent à Doha, on l'a bien vu récemment. Et de fait, cet argent qu'ils placent à travers des fonds, comme le fonds souverain, c'est aussi de l'argent parfois qu'ils placent à titre personnel. Non pas qu'ils aient mis de l'argent dans le fonds, mais qu'ils aient considéré que le fonds, en fait, est un peu leur argent. C'est une dimension sur laquelle je voulais conclure toutes ces interventions sur les investissements en France, parce que on imagine assez mal, vu de France, que le Qatar est un pays fragile, que le Qatar est un pays où règnent de nombreuses oppositions, que le Qatar finance évidemment des organisations terroristes, mais pas que, qu'il y a aussi, j'insiste là-dessus, des gens au Qatar qui ont envie de France, qui ont envie d'Occident, pour plein de raisons, personnelles bien évidemment, mais aussi parfois, par conviction. Je ne dis pas que ces gens sont des démocrates parce qu'ils soutiennent une dictature depuis des décennies et ils ne changeront pas, mais néanmoins, ils ont envie d'aller dans le sens des échanges. Je ne sais pas ce que ces gens deviendront parce que je crois que le Qatar fera faillite. Au vu de ce que j'ai pu observer durant ces 3 années là-bas, où j'ai rencontré beaucoup de dirigeants qataris, non seulement dans mon entreprise, mais je vous le disais aussi quelques représentants de tribus, des parlementaires, des gens du Majlis et l'émir à 2 reprises. Je pense que peu à peu, comme le disait tout à l'heure mon confrère journaliste sportif de France Football, le Qatar perd du terrain. Je crains que toutes les affaires fassent que la Coupe du Monde 2022 n'ait jamais lieu. Le Qatar a réduit ses budgets d'investissement concernant la Coupe du Monde 2022. Sur 4 stades qui devaient être construits, il n'en reste plus que 3, sachant que le
troisième de ces 3 chantiers est déjà un stade existant qu'ils vont finalement simplement rénover. Ils ont divisé leur budget quasiment par 3,5 environ, et je pense que ce n'est qu'un début. Je ne serais pas surpris que d'ici un mois ou deux, les budgets aient encore diminué. Voilà, donc moi je voulais insister là-dessus parce qu'il me semble important toujours de mesurer la dimension psychologique. C'est l'histoire du Cher à l'aéroport qui est vexé qu'on n'ait jamais entendu parler du Qatar. Ça a commencé comme ça, et c'est cette dimension psychologique qui continue à diriger le Qatar entre ceux qui veulent mettre de l'argent un peu partout dans le monde, mais pour s'acheter à la fois des alliances, ma consoeur l'a très bien dit, mais aussi pour s'acheter une sécurité, sait-on jamais, si le pays finissait en guerre civile, si le Cher Tamim finissait par sauter, eh bien ils feront comme comme la noblesse iranienne, l'aristocratie iranienne des années 70, quand la révolution est arrivée, ils sont allés s'installer en Suisse, en France ou à Los Angeles, avec des comptes bancaires qui étaient plutôt assez bien remplis. Voilà, le dernier point sur lequel je voulais aussi intervenir concernant les investissements. Il n'y a pas que les investissements dans l'entreprise. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une problématique en France qu'on aborde pas assez, de mon point de vue, c'est celle qui concerne l'organisation des Frères musulmans et sa ramification française, qui est l'Union des organisations islamiques de France. Le Qatar est derrière l'Union des organisations islamiques de France. Les gens qui composent l'UOIF, puisque c'est son acronyme, sont des gens qui se reconnaissent dans la philosophie de cette organisation égyptienne qui prône un retour au califat. Ces gens-là, aujourd'hui, ont une association loi 1901 en France. J'ai un mauvais retour, je suis désolé. Voilà, ils ont pignon sur rue, alors qu'aux Émirats Arabes Unis, par exemple, ils sont interdits, ils sont considérés comme organisation terroriste. Je parle bien de l'UOIF, Association Loi 1901 française, d'accord, qui prône le retour au califat, qui a pour credo le martyr et le djihad. C'est important, le Qatar finance aujourd'hui des mosquées. Nos services de renseignement ne ferment pas cette organisation qui a vu passer en son sein un certain nombre d'islamistes qui ont pu rejoindre des pays comme le Pakistan, et je l'ai écrit il y a quelques années, pas pour aller jouer au billard, en général c'est évidemment pour faire le djihad, d'accord, et qu'aujourd'hui, au nom de la diplomatie des contrats dont parlait ma consoeur précédemment, c'est-à-dire des avions Rafale, on ne touche pas à cette organisation. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, en vous priant de m'excuser parce que j'ai repris mon plan en quelques minutes, ma consoeur ayant dit beaucoup de choses avant moi que j'avais l'intention de dire.